Bonjour à tous, merci. Donc, je suis Sophie Mallet, EMCP2 de sciences économiques et sociales, et je vais animer cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans le cycle des conférences organisées par l'AEFE. Et à la technique, j'ai l'aide de Virginie Pénaud, que je remercie. Donc, bonjour à tous et à tous, chefs d'établissement, personnel de direction, de l'administration, de la vie scolaire, des enseignants, tous les acteurs au sein des établissements du réseau AEFE. Merci d'être présents à cette visioconférence autour du thème adolescence, confinement et transgression. Et nous recevons aujourd'hui David Le Breton. David Le Breton, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Strasbourg, membre de Dynamiques européennes et membre de l'Institut universitaire de France. Vos domaines de recherche sont le corps, le risque, la douleur et l'adolescence en souffrance. Je vous recommande à tous d'écouter les podcasts de David Le Breton sur France Inter afin de découvrir tous ses travaux. Vous trouverez le lien dans la conversation. Concernant le thème d'aujourd'hui, je citerai 5 ouvrages, du moins récent au plus récent, une brève histoire de l'adolescence que vous avez publié en 2013 chez Béard, En souffrance, adolescence et entrée dans la vie en 2015 chez Métayer, Passion du risque en 2015 chez Métayer, La sociologie du risque dans la collection Que sais-je et Conduite à risque, des jeux de mort aux jeux de vivre en 2018 chez Quadrige. Donc, vous retrouvez également tous ces ouvrages dans la conversation. Dans notre vaste zone d'Amérique du Nord, comme je vous ai expliqué, Monsieur Le Breton, les conditions d'enseignement sont très variées. Nous avons des élèves en cours en présentiel, d'autres qui alternent des jours en classe, des jours de travail à distance. Certains ne sont même pas retournés sur les bancs de l'école depuis septembre, voire depuis le printemps 2020. Et donc, dans ces conditions, nous sommes vraiment heureux et curieux de connaître vos derniers travaux sur les effets pour nos élèves adolescents du confinement, de la distanciation physique, du masque, du gel et des gants. Merci, nous sommes ravis de vous écouter. Alors, Merci. pardon, au niveau de l'explication, excusez-moi, il y aura 30 minutes de présentation par Monsieur Le Breton et à peu près 30 minutes pour vos questions. Donc, vous pouvez les poser à la fin ou au fil de la conversation, comme vous le souhaitez. Merci. Merci Sophie, merci à toutes et à tous de m'écouter. Le sujet est absolument immense, nous n'en viendrons pas à bout évidemment. Pour ma part, j'ai choisi de me focaliser essentiellement sur les transgressions, sur le jeu avec la menace plutôt qu'avec la mort. Pour montrer, donc voilà, mais peut-être avant de commencer, faut-il aussi rappeler qu'il est impossible évidemment de parler de manière univoque, de manière singulière de la jeunesse. Il faudrait toujours en parler au pluriel. Et il est évident que les jeunes dont je vais vous parler sont ceux qui sont dans la transgression, qui sont par exemple dans les fêtes clandestines, qui ont soulevé énormément de polémiques en France depuis un moment. Ces jeunes-là composent sans doute une minorité, mais il y en a d'autres. Il y a énormément d'autres jeunes. Le problème, c'est évidemment de parler des uns et des autres sans généraliser. Je crois que c'est un peu le défi qui nous est lancé dans tous les débats que nous avons avec vos élèves, avec nos étudiants ou avec la jeunesse de manière générale. Éviter de généraliser parce qu'il y a d'innombrables exceptions. Mais ceux dont je vais vous parler ce soir sont ceux qui opèrent donc des transgressions, et particulièrement en termes de fêtes clandestines. Alors pour ne pas m'embrouiller, j'ai choisi de lire un court texte, mais j'en ai bien pour quand même une trentaine de minutes, une théorisation autour de ces transgressions et autour de ces fêtes clandestines. Alors particulièrement pour les jeunes générations qui sont tendues plutôt sur l'immédiat, renoncer à des plaisirs élémentaires pour un bénéfice hypothétique n'est pas nécessairement viable à ce prix. J'entends par là renoncer à des plaisirs élémentaires, ça veut dire la nécessité du confinement et donc de ne plus voir ses amis, de ne plus pouvoir participer à toutes ces fêtes. C'est l'idée aussi que l'adolescence est vraiment un rapport à l'immédiat et avec une très grande difficulté à se projeter dans le temps. On le sait tous d'ailleurs en tant qu'enseignants, bien entendu. Dans l'existence réelle, l'affectivité est toujours première et subordonne une rationalité toujours modulée
reformulé selon les circonstances. Le présent seul est réel. L'immédiat, la seule durée possible. Parfois, la nuance d'un je sais bien, mais quand même, coupe court à tout argument. Averti du danger, le jeune persiste dans sa conduite à cause du plaisir qu'il y prend et de son enracinement dans son identité, le plaisir de cet enracinement dans son identité, par son refus aussi qu'on lui dicte ses faits et gestes, ou simplement parce qu'il considère que les autres ne sont pas lui et qu'en ce qui le concerne, il ne craint rien. C'est quelque chose qui est bien connu aujourd'hui dans l'anthropologie de la jeunesse, que vous entendez, qu'on entend dans le monde entier dans des langues différentes, c'est le fameux je gère, que toutes les mères beaucoup de mères de famille entendent au quotidien, mais que nous entendons de la part de nos élèves ou de nos étudiants aussi de façon très commune. Voilà. Donc, cela n'arrive qu'aux autres, hein, c'est un peu l'idée. Et ce sentiment d'avoir l'étoffe des héros est un trait commun de l'adolescence. Dans la vie courante, la connaissance des risques peut être aussi une incitation au pire par goût de la transgression, jouissance redoublée par le fait de jouer son existence, de se moquer des conseils ou de l'effroi des autres. Bien entendu, aucune irrationalité ne préside à ces comportements. Ces jeunes sont dans des logiques d'action cohérentes avec leur histoire de vie, même si elles sont tramées aussi dans l'ambivalence. Mais l'ambivalence est aussi un trait commun de la condition humaine, bien entendu, même s'il est poussé parfois de façon très extrême par les toutes jeunes générations. Le refoulement collectif de la mort dans nos sociétés, ce que certains ont appelé le déni, entre guillemets, de la mort, comme Louis-Vincent Thomas, par exemple, ce refoulement collectif de la mort et de la précarité, cette illusion de toute puissance aussi, qui caractérise la jeunesse, face à la maladie notamment, redouble la valeur du risque dès lors qu'il est choisi en toute connaissance de cause comme un espace de souveraineté. Dans un contexte de répétition inlassable des messages de prévention, la tentation de ne pas répondre à ces exigences avec d'autres autour de soi qui en confirment le bien fondé est irrésistible. Ces autres autour de soi qui en confirment le bien fondé, je pense bien entendu aux pairs, PIRS, qui renforcent en quelque sorte le sentiment qu'on ne va pas se laisser dicter par les adultes des manières d'être. On est capable, soi-même, adolescent, de savoir ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut faire, etc. Et donc, ils nous agacent avec leur peur irraisonnée, etc. Donc, il y a d'autres formes d'argumentation, si vous voulez, qui vont amener ces jeunes au passage à l'acte. Malgré une conscience relative du danger encouru, le jeune préfère maintenir sa position. Outre la recherche de sensations dont elle procède, la rupture de l'interdit alimente le sentiment d'une force personnelle à avoir osé le faire et un moment de partage avec les témoins de son expérience. Ce sont deux points importants. J'ai osé, je n'ai pas eu peur, je suis un homme ou une femme déjà, je grille les étapes vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme, je n'ai pas froid aux yeux, je sais ce que je veux. Et puis en même temps, un sentiment de partage, évidemment, un sentiment de partage très intense, dans la mesure où il s'agit de transgresser ensemble dans une relation éventuelle d'amitié ou en tous les cas de connivence. Et la fête, avec la suspension de toute précaution sanitaire, se donne comme un temps opposé à celui de la vie ordinaire, particulièrement dans le climat de suspicion des corps et de crainte pour la santé publique que nous sommes en train de vivre. Elle est un temps d'exception, la fête, un temps d'exception, et en ce sens d'ailleurs, elle ne peut durer. Elle est bornée justement par la transgression. Elle impose un retour à la norme. Pour un moment, on vit au-dessus de ses moyens en laissant au vestiaire les préventions et les nécessités de la protection. Tout ce qui est réprimé dans l'ordinaire de la vie, et particulièrement du fait du confinement et de ses lendemains désenchantés, ressurgit avec force. Agressivité, excès d'alcool, drogue, mais aussi, surtout, la jouissance redoublée d'un contact physique prohibé dans la danse, les embrassades, les rencontres amoureuses, etc., etc. La fête est une recherche de dépenses
après une longue période d'épargne et de routine. Une manière de se perdre après avoir dû longtemps se garder. Une quête de vertige après la nécessité d'un contrôle, même après, par exemple, le déconfinement que nous avons connu en France. Les lockdown parties, les fêtes du confinement en français, n'ont jamais cessé pendant toute la période de confinement, et même la période très radicale de confinement que nous avons connue de la mi-mars à début avril, début mai, pardon, en France, par exemple. Ces fêtes clandestines ont continué enfin, non pas continué, elles n'ont jamais cessé pendant toute cette période. Clandestines, elles recrutaient les jeunes générations par la médiation des réseaux sociaux. Elles se déroulaient chez des particuliers ou dans des locations de courte durée. Certaines ont provoqué des conflits de voisinage, par le bruit d'une part, mais aussi surtout par les gênes occasionnés. Les immeubles étaient soudain envahis de joyeux fêtards, peu enclins aux gestes barrières ou au port du masque, mettant ainsi en péril, ou inquiétant au minimum, des habitants soucieux de se protéger. Elles étaient limitées, à la différence de la profusion des rassemblements festifs après le déconfinement. À l'état sauvage dans notre société, l'ordalie, je vous rappelle ce qu'est l'ordalie, j'ai énormément écrit là-dessus, donc je vais très vite. L'ordalie, c'est le jugement de Dieu, c'est s'en remettre au sort, c'est s'en remettre au destin, entre guillemets, c'est à Dieu va, pour le dire de manière plus ancienne. Donc voilà, l'ordalie, c'est le jugement de Dieu. Donc, à l'état sauvage dans notre société, l'ordalie est ici, dans le contexte de ces fêtes, une quête de signification que le sujet subordonne au risque de tomber malade, tout en pensant bien entendu que lui en sortira indemne malgré tout. Il s'en remet au sort. Un sentiment diffus d'élection naît de ce passage réussi aux alentours de la menace. Le jeune prend l'initiative de la mise en péril avec un degré de lucidité variable selon les acteurs. Ce n'est plus la collectivité qui décide l'ordalie, comme par exemple au temps du Moyen-Âge ou de la Renaissance dans la vieille Europe, ou dans certaines sociétés africaines contemporaines. Là, ce n'est plus la collectivité qui décide l'ordalie et la contrôle en l'inscrivant à l'intérieur d'un rituel et d'une vision du monde. Elle est ici plutôt un acte solitaire. Elle interroge l'avenir d'un individu coupé de son sentiment d'appartenance au lien social et ne répond qu'en ce qui le concerne. Elle suppose, l'ordalie, la transgression en l'occurrence, elle suppose une société à forte structuration individualiste, une société en crise de légitimité et en proie à une part d'imprévisible. Elle ne s'adresse donc, l'ordalie, ni à Dieu, ni au Dieu, mais à la chance, au destin. Elle éprouve la détermination du caractère. À travers le frisson de s'exposer au virus, le jeune joue l'éventualité de tomber malade pour se garantir de son immunité et fabriquer du sens et de la valeur à son usage. Le jeu symbolique avec la mort, qu'on rencontre dans toutes les conduites à risque de nos jeunes, mais qui est ici plus exactement un jeu avec la menace de tomber malade. Ce jeu symbolique avec la mort ou la menace est une manière de se moquer des interdits, sans les supprimer. Ce jeu sur le fil du rasoir alimente une fabrication de sacré intime. Il implique une intensité d'être, un arrachement à soi. Le souci n'est nullement de s'établir de la transgression ou d'abolir les limites, mais de les interroger, de jouer avec elles et de sentir ainsi l'existence battre en soi comme une preuve irréfutable de présence au monde. La transgression est toujours source de puissance. Elle expose certes au danger, mais en mettant le jeune hors des lois communes. Elle permet de regarder de haut la majorité qui respecte les mesures de protection et de les considérer comme des moutons, des crédules.
L'ambivalence s'exprime parfois de manière presque naïve quand des fêtards, indifférents à toute mesure de précaution, pendant ou après le confinement, déclarent très bien comprendre la nécessité du masque ou des gestes barrières quand ils vont faire leurs courses, quand ils sont dans les transports en commun ou dans leur travail. Mais par contre, paradoxalement, ils revendiquent le droit de souffler lors de ces rassemblements festifs. Ils ne refusent pas du tout de porter les masques, ce ne sont pas des anti-masques, hein, ils ne sont absolument pas dans l'instrumentalisation politique qu'on connaît dans différentes sociétés aujourd'hui pour s'opposer à l'État, pour détruire la légitimité de l'État. Ces jeunes fêtards sont, dans leur immense majorité, totalement pour le port du masque et pour les gestes barrières. Simplement, ils ne sont pas non plus d'ailleurs complotistes, hein. Voilà. Je cite deux adolescentes d'une quinzaine d'années qui s'esclaffent en se souvenant d'une soirée sans la moindre protection. On a fait une bêtise, disent-elles en rigolant. Mais elles sont manifestement prêtes à recommencer à la prochaine occasion. L'attraction de la fête est la plus forte, bien plus forte que toute rationalité, que toute lucidité au regard de la maladie, au regard de la pandémie. Les propos sont cependant parfois ambigus. Voilà des propos qu'on a souvent entendus, par exemple en France. On est jeune, on n'est pas à risque, on ne risque rien. Une jeune femme dit tranquillement, on est jeune, on n'est pas obèse, on n'est pas diabétique, pourquoi se priver? Le virus, on l'oublie, etc., etc. Pourtant, bien entendu, la jeunesse n'est nullement une garantie d'immunité et en outre, et c'est le plus grave d'une certaine manière en termes de responsabilité collective, ils sont peut-être positifs et transmettent le virus autour d'eux, à leurs parents, à leurs proches ou à des anonymes au fil de leur circulation. Les rassemblements sans protection sont des matrices potentielles d'infection. La revendication de la liberté fait donc peu de cas du civisme demandé par les autorités sanitaires ou politiques. La liberté de profiter de la vie, comme on l'entend souvent dire, est parallèlement plutôt une liberté de propager librement le virus, sans avoir de compte à rendre, bien entendu. Le « on ne risque rien », entre guillemets, est une phrase terrible, manière de dire « après moi le déluge ». Ils risquent statistiquement moins que leurs aînés, mais, comme je l'ai dit, ils sont souvent les porteurs asymptomatiques du virus qu'ils diffusent auprès de leurs proches ou des anonymes lors de leur parcours dans les villes, dans leurs immeubles, etc. Ces gestes donc démonstratifs de contact physique, sans masque, ou ces fêtes, ces danses, sans respect des gestes barrières, traduisent une manière de se sentir au-delà des exigences collectives. On ne la leur fait pas. Ils s'affranchissent de toute forme d'autorité, ils affichent qu'ils n'ont pas froid aux yeux, qu'un minuscule virus ne leur fait pas peur, ils se moquent de ceux qui se protègent, mais en rentrant chez leurs parents ou leurs proches, certains disséminent le virus par leur contact. Loin d'argumenter ou de récuser la légitimité des mesures de protection, ils affichent plutôt leur indifférence, à l'image de ce jeune interrogé qui a eu cette phrase terrible, on n'en a rien à foutre. Ils ne se sentent pas concernés. Ils se détachent du lien social dans l'affirmation d'une jouissance pure, très postmoderne d'ailleurs, et qui ne tolère aucun obstacle, sans souci des éventuelles conséquences de ces rapprochements multiples. Ils sont dans la société, mais eux ne font plus société. On peut sans doute voir également dans ces attitudes désinvoltes envers les autres ou dans le déni de la contagion une royale indifférence envers les générations plus âgées et plus susceptibles de connaître les formes les plus graves du coronavirus. Les appels à se rencontrer dans tel lieu à travers les réseaux sociaux ou l'invitation d'amis disqualifient également la légitimité des mesures sanitaires. Ces appels les relativisent. Ils introduisent d'autres critères d'appréciation, où les raisons affectives, l'amitié, ou le désir de se perdre dans une réjouissance commune priment sur toute prudence. Si d'autres qui sont peut-être parmi eux mes amis, si d'autres se réunissent ainsi pour faire la fête, alors la loyauté de proximité
prend le pas sur des mesures qui paraissent soudain lointaines et abstraites, même si demeure quelque part le frisson du je sais bien, mais quand même, qui de toute façon vient multiplier encore le plaisir de la transgression. À la jubilation de la dépense s'ajoute alors le sentiment royal d'échapper à la conformité, en choisissant une autre conformité, bien entendu, une conformité de classe d'âge. Donc, sentiment royal d'échapper à une conformité au profit d'une autre, mais de vivre aussi une aventure, un moment d'exception de l'histoire de sa jeunesse, que l'on racontera des années plus tard, dans les années à venir, avec la même fierté d'avoir défié l'autorité. Personne ne voulait qu'on sorte, mais on l'a fait, on a retrouvé des copains, c'était super, etc. Voilà. Ça fait partie de ce que Paul Ricoeur appelle se raconter des histoires, c'est l'identité narrative. Ce sera un grand moment dans l'histoire de ce jeune d'avoir transgressé, à défaut d'avoir peut-être réalisé des choses plus impérieuses dans son existence. Il aura la fierté d'avoir défié à un moment donné l'autorité et ça rentrera dans son sentiment d'identité. Donc, moment d'exception dans l'histoire de sa jeunesse qui devient donc investi d'une valeur très forte d'avoir défié toute forme d'autorité. Cette transgression minimale alimente donc une mythologie personnelle. Chez les adolescents et les jeunes adultes, le groupe autorise le passage à l'acte. Le groupe autorise le passage à l'acte. Seul nombre de ces fêtards n'auraient sans doute jamais osé rompre avec les gestes barrières et le port du masque pour se mêler aux autres. Mais il est difficile de résister à l'invitation des amis sans perdre leur estime ou passer pour un apeuré. En d'autres termes, et on retrouve énormément ça dans les conduites à risque, notamment des garçons, dans les défis, hein, t'es pas cap, toi t'es un bouffon, tu le fais pas, mais moi je le fais, qui fait que donc, le risque pour l'identité est trop fort, donc ils vont se mettre délibérément en danger en sachant qu'ils peuvent le payer très cher. Donc le risque pour l'identité ici, dans ce contexte, c'est refuser l'invitation des amis pour rejoindre une fête. Le risque pour l'identité est plus redoutable pour eux à assumer que le risque pour la santé ou la vie. Le risque de perdre la face est le pire des risques que peut vivre un adolescent dans le monde d'aujourd'hui, en tous les cas. Pour cette classe d'âge, la liberté est bornée par le regard des autres, la puissance du groupe à induire des normes mouvantes mais prégnantes. L'influence des pairs va plutôt dans le sens d'une volonté de briser les contraintes, de profiter de l'instant sans grand souci des conséquences pour soi, voire même pour les autres. Elle disqualifie également l'autorité des pairs, ou des parents, pour le dire de manière plus générale. La transmission donc, s'efface là devant l'imitation, devant la conformité des attitudes d'une classe d'âge. Elle procure un sentiment de sécurité, le fait d'être avec les copains, les copines, les pairs. Elle procure donc un sentiment de sécurité et de certitude dans le fait d'être ensemble et du même âge, comme si leur commune génération et ce même désir de s'amuser constituaient une enveloppe protectrice qui les immunisait. Et on entend d'ailleurs très souvent ce propos, pas seulement du coup chez les jeunes générations, mais chez beaucoup de gens, on est des amis, on s'aime, c'est pas possible qu'on se fasse du mal, quoi. Donc, on peut très bien s'embrasser, même si on ne s'est pas vu depuis des mois. Des amis ne peuvent pas se faire du mal. On est dans un fantasme, mais dans un fantasme que je trouve extrêmement puissant, en tous les cas, dans le monde, dans le contexte aujourd'hui de ces transgressions minimales. C'est pas des personnes qui se saluent sans s'être vues depuis des mois et qui considèrent qu'entre amis ou entre parents, etc., on ne peut pas se faire de mal, n'ont à aucun moment le sentiment de transgresser quoi que ce soit. Alors, on n'est pas dans le contexte des fêtes, hein, mais on retrouve malgré tout chez ces jeunes le même sentiment d'une immunité par la proximité affective. Donc, le foyer de l'estime de soi, dans ce contexte-là, se déplace vers le jugement des autres, les plus proches, hein, les autres les plus proches, les amis, les pères, et non plus les parents, dont l'amour est acquis,
mais c'est plutôt le point de vue impitoyable et toujours remis en question des pairs qui s'énoncent, moins sur un mode moral que dans la coïncidence ou non à des modèles ambiants et provisoires. Alors là, j'ai cité Winnicott exprès parce que c'est l'un des. J'aurais pu le dire autrement et en termes plus sociologiques, mais je vous cite Winnicott, donc sans doute le plus grand psychanalyste de l'adolescence et un auteur, je pense, que vous avez dû lire quand euh, même si vous n'êtes pas dans la psychanalyse ou la psychologie. Je vous cite Winnicott qui dit que les groupes d'adolescents, en fait, sont des agrégats d'isolés, hein. Les groupes d'adolescents sont des agrégats d'isolés. Une formule percutante et extrêmement juste, d'autant plus juste d'ailleurs dans le monde d'aujourd'hui, puisque Winnicott écrivait plutôt dans la fin des années, dans les années 40, 50, voilà, mais dans l'individualisme postmoderne qui est le nôtre, là, c'est encore bien davantage des isolats, hein, des agrégats. Alors je cite maintenant plus longuement Winnicott qui dit « Si rien ne se passe, si rien ne se passe, les adolescents membres de ce groupe commencent à se sentir peu sûrs de la réalité de leur protestation contre la société. Et pourtant, en soi, ils ne sont pas assez perturbés pour commettre un acte antisocial qui rétablirait les choses. Mais si dans le groupe se trouvent un, deux ou trois membres antisociaux voulant faire quelque chose d'antisocial qui suscitera une réaction sociale, cela crée un lien. Tous les autres se sentent ainsi réels et cela structure temporairement le groupe. Chacun d'eux sera loyal et soutiendra l'individu qui agira pour le groupe. Pourtant, pas un n'aurait approuvé ce que l'extrémiste antisocial a fait. Fin de citation. Vous avez vu, c'est un langage un peu suranné, évidemment, qu'on n'emploierait absolument plus du tout aujourd'hui, le terme antisocial, c'est en plus un vocabulaire très antisociologique. Mais bon, pour ma part, j'aime énormément Winnicott et je trouve que de toute façon, on peut comprendre le sous-texte qu'il affirme ici. Voilà. Donc, se sentir réel, vous savez bien que c'est l'une des grandes problématiques de l'adolescence, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'écorche, on se scarifie, on se procure des sensations brutales par l'anorexie, par l'alcoolisation, par la toxicomanie et autres. La fête entre dans ces mêmes entrepôts logiques de percuter le monde pour se sentir vivant, pour se sentir exister, pour se sentir réel. Mais il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de leaders qui entraînent le groupe. Il y a un conformisme adolescent qu'on connaît bien malheureusement dans le monde de l'enseignement, que ce soit dans les collèges, les lycées ou l'université. Les adolescents qui se veulent tellement originaux, etc., ne cessent de s'imiter entre eux, sont dans un conformisme assez affligeant, et surtout d'ailleurs un conformisme de consommation qui trouble souvent beaucoup les parents. Bon. Donc, j'ai fini de citer Winnicott tout à l'heure, je termine tout de suite mon propos. Donc, communication paradoxale, dans la mesure où chacun est seul mais ensemble, hein. Dans ces fêtes, beaucoup de jeunes vous disent on est ensemble, c'était merveilleux, etc. Et en fait, quand vous observez la fête, vous voyez que chacun est dans son coin à boire. Bien sûr, ils ont des échanges, mais ce sont davantage des échanges qu'on dirait fatiques en termes linguistiques, c'est-à-dire des échanges donc, qui visent à renforcer le contact beaucoup plus qu'un échange de signification, un échange de contenu en quelque sorte. Donc c'est une communication paradoxale dans la mesure où chacun est seul, mais ensemble. On est quelques centaines ou quelques milliers parfois, comme dans une rave party en Bretagne, là, qui a provoqué énormément de débats ces dernières semaines, mais chacun est seul dans ce truc. Donc le lien repose moins sur l'amitié, sur le partage, sur la confiance, que sur la connivence autour d'une action à mener ou un ennui à dissiper. Et c'est une connivence provisoire. Vivre ne suffit plus. Il faut se sentir exister. Ces fêtes à tonalité transgressive sont des matrices d'intensité d'être. En ce sens, d'ailleurs, il est malaisé de les interdire, voire impossible. Mieux vaut sans doute les accompagner sur le modèle de la réduction des risques en introduisant des masques, des contrôles de la qualité des produits échangés, en proposant des tests, etc., etc.
Je veux dire par là, la réduction des risques, hein, vous le savez, c'est la manière dont dont nos sociétés, depuis une vingtaine d'années, accompagnent des toxicomanes, sachant que de toute façon, on n'arrivera jamais à les empêcher de recourir à la drogue. Alors, on propose un certain nombre de lieux, un certain nombre d'aides pour réduire les risques, c'est-à-dire veiller à ce qu'au moins, puisqu'on ne peut pas les empêcher de se droguer, eh bien qu'ils recourent à des drogues de bonne qualité, sous le contrôle éventuellement de professionnels qui vont veiller au grain pour ne pas qu'ils s'échangent des seringues, etc., etc. C'est ça qu'on appelle la politique de réduction des risques dans le travail social. Et je me demande si ce ne serait pas utile aussi de faire une politique de réduction des risques également dans le contexte de ces fêtes, avec évidemment la difficulté de pouvoir les anticiper, puisqu'elles sont souvent, elles se déclinent quasiment pas d'une heure à l'autre, mais du matin au soir. Le message est envoyé le matin pour se retrouver le soir à telle adresse, ou dans tel bois, ou dans tel lieu un peu isolé, etc. Mais bon, on peut imaginer aussi qu'un certain nombre de ces jeunes peuvent prévenir des autorités, non pas en termes de délation pour empêcher, pour que la police intervienne, mais plutôt pour que des médecins soient présents, pour que des accompagnants, des bénévoles, des travailleurs sociaux veillent au grain et fassent en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse en sortant, quoi, et fassent éventuellement des contrôles. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans la rave party en Bretagne quand elle a été repérée. Les autorités sanitaires ont envoyé des médecins pour pratiquer des tests, etc. Et également, on demandait le numéro de téléphone de ces jeunes pour suivre, pour voir s'ils n'allaient pas être à l'origine de matrices d'épidémie dans d'autres lieux de France d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé mon propos. Donc, encore une fois, je n'ai pas parlé de la jeunesse, j'ai parlé d'une petite frange de la jeunesse qui est dans ce sentiment d'exaspération de devoir être confiné chez soi et qui essaie donc de rattraper le temps perdu en quelque sorte, mais de manière quand même relativement, enfin pas relativement, de manière redoutable pour le lien social. Si on veut tous que la pandémie s'arrête, mais il est clair que si les fêtes clandestines se multiplient, ça contribue à sa propagation à l'infini. Et dans ce cas-là, on peut se dire, on n'en sortira jamais parce que donc, on est dans des questions éthiques également qui sont très intéressantes et d'autant plus intéressantes pour des gens comme nous qui sommes des enseignants et qui avons une responsabilité envers les plus jeunes. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais on va en parler maintenant ensemble. Merci beaucoup, David Le Breton. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions qui apparaissent dans la conversation. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, eh bien, j'ai plein de questions, mais je ne veux pas monopoliser, en profiter. Alors, n'hésitez pas soit à parler, soit à poser votre question dans la conversation. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Mylène Bram, je suis CPE au lycée international de Los Angeles, à Burbank. Nous sommes confinés depuis 18 mars dernier, ce qui fait à peu près 10 mois de confinement ici à Los Angeles avec des élèves de 6e à terminale. Alors, j'aimerais juste poser une ou deux questions parce que, bon, ce qu'a dit Monsieur Le Breton est juste très clair et très facile à comprendre. Merci d'avoir choisi les bons mots. J'aimerais juste dire deux choses, s'il vous plaît. C'est que nous, en étant à Los Angeles, les élèves me posent beaucoup la question de ne pas comprendre pourquoi dans les autres pays, les élèves vont en classe et pourquoi à Los Angeles, on continue encore à rester en confinement. C'est une première, et ils n'arrivent pas à accepter les décisions prises, car ils se rendent compte que tout le monde va à l'école autre part. Ça, c'est une première des choses qui fait que je ne pense pas que c'est de la mauvaise volonté de la part, c'est simplement qu'ils ne comprennent pas et ils me le disent sans arrêt. La deuxième chose, c'est que quand on parle aussi de dire je vois deux attitudes avec les élèves, c'est-à-dire quand ils sont entre eux, effectivement, ils font des soirées, il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout, mais dès qu'ils vont voir leurs grands-parents, etc., là, bien entendu, on met le masque et on fait tout pour protéger sa famille. En fait, c'est très contradictoire, mais c'est aussi très adolescent. Hein.
Et la troisième chose, quand on dit si vous permettez, de réduire justement les dégâts en mettant des professionnels, je pense que ce serait bien justement d'avoir à la table pour pouvoir avancer dans ces fêtes-là, justement une représentation d'élèves qui fait que, au lieu de leur imposer, ce sera quelque chose qu'ils auront accepté et travailler ensemble avec la communauté pour l'accepter en ce qui concerne les soirées. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Oui, ben là, votre première question est enfin, à la fois facile, il est facile d'y répondre et puis très compliqué parce que c'est la souveraineté des États qui décide en effet que les modalités du confinement sont sous cette forme ici et sous une autre forme ailleurs. Je sais que dans les débats qui ont eu lieu en France, on a fait comment dire, une réflexion autour des bénéfices et des risques d'envoyer les enfants à nouveau à l'école. Pas les étudiants, hein, puisque les étudiants, en principe, ne vont revenir que dans une semaine ou deux, si ma mémoire est bonne. J'ai plus de cours au second semestre, donc c'est pour ça que je n'ai plus. Mais bon, mais en tous les cas, au premier semestre, on les a eus simplement un mois ou deux, et puis après, le confinement a été. Enfin, on a fermé l'université, quoi, alors que les collèges et les lycées, les petites écoles, etc., continuaient à fonctionner. Alors donc, le risque, évidemment, c'est de désocialiser, de déscolariser un certain nombre de jeunes, et c'est un peu le bilan qui a été tiré du premier confinement, qui a été très, très dur, par contre, où l'ensemble de la population a été coincée pendant 2 mois, avec 1 heure seulement de sortie par jour, à 1 kilomètre de son domicile, et fermeture absolument de toutes les écoles et autres. Et on s'est rendu compte que les inégalités sociales, en termes scolaires, ont explosé. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves, par exemple, ne disposaient pas de moyens d'Internet ou d'ordinateur. D'autre part, dans les familles, évidemment, les plus pauvres, dans les milieux populaires, généralement, il y a beaucoup d'enfants, où il y a beaucoup de monde, en tous les cas, dans un espace relativement réduit, ce qui fait que le jeune, derrière son ordinateur, ne peut absolument pas se concentrer, alors que ses frères ou sœurs les plus jeunes sont en train de jouer, de crier, donc, voilà, il y a eu ce problème-là, donc de déscolariser, de contribuer à des injustices sociales, alors qu'évidemment, les jeunes de classe moyenne ou de milieux privilégiés, ça leur posait aucun problème d'être devant leur ordinateur pendant un bon moment. Donc, je crois que le choix qui a été fait par le gouvernement français est un choix éthique de courir ce risque qu'un certain nombre d'enfants peut-être soient malades. Ceci dit, avec des précautions sanitaires très rigides, hein, extrêmement dures à soutenir pour les enseignants comme pour les élèves. C'était d'ailleurs le cas aussi à l'université, même en septembre, octobre, novembre, quand on faisait cours. Il fallait diviser des promotions de 200, 300, 400 étudiants en tout un tas et répéter le cours un nombre incroyable de fois avec un masque et devant des étudiants masqués. Donc, c'est pas non plus très, très heureux et très simple. Mais donc, dans le deuxième confinement, eh bien, le pari a été fait de maintenir les écoles ouvertes. Moi, je suis assez favorable à cette position-là, parce qu'on sait qu'énormément d'enfants ou d'adolescents ont souffert du confinement. J'ai les chiffres d'ailleurs du Québec, mais vous les connaissez mieux que moi. C'est une enquête québécoise, hein, je la cite, une enquête qui a été fondée sur un sondage en ligne entre le 8 et le 30 avril 2020 sur 1251 adolescents entre 12 et 17 ans, dont 70% de filles. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu une majorité de filles, mais cette enquête fait état d'une prévalence de détresse psychologique de 38% chez les garçons et de 51% chez les filles. Hein, donc je fais un commentaire personnel, c'est-à-dire que ces jeunes se sentent, là je les cite, plus stressés et plus tristes que d'habitude, avec la présence de symptômes anxieux, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de dévalorisation et d'un manque de confiance dans l'avenir. Voilà. Moi, je pense que le gouvernement français a préféré casser cette tristesse, cette mélancolie de beaucoup de nos jeunes, pour promouvoir une scolarisation à un meilleur niveau. D'autres pays ou d'autres États, comme aux États-Unis, ont préféré des confinements beaucoup plus rigides.
Là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix pour ma part. Je crois qu'il vaut mieux des précautions sanitaires très rigides, mais que les enfants puissent sortir de chez eux, se retrouver ensemble avec un masque et tout ça, même si c'est très pénible pour nous en tant qu'enseignants. De toute façon, j'ai tendance à penser que c'est moins pénible que d'être derrière l'écran. Je pense que vous serez d'accord avec moi là, pour la quasi-totalité d'entre vous. Et puis, oui, vous aviez d'autres... L'ambivalence, oui, vous avez raison, c'est tout à fait... C'est ce que j'ai dit un peu dans mon texte. Je sais bien, mais quand même. Donc on va faire la fête, on veut tout à la fois, quoi. Donc, effectivement, je comprends qu'ils prennent ou qu'ils pensent prendre des précautions auprès de leurs grands-parents, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même toujours d'une grande efficacité. Mais en tous les cas, ils vont s'efforcer de ne pas trop faire de dégâts. Et puis, votre troisième point, j'avoue, j'ai pas très bien, j'ai perdu en cours de route, pardonnez-moi. Le troisième point est très simple, c'est quand vous parliez, je trouve que c'est une très bonne idée, vous avez tout à fait raison, moi je suis d'accord avec vous que ce soit mieux que les élèves soient à l'école qu'à la maison, parce qu'on a vraiment des problèmes de stress et d'isolement, mais terribles. Et encore plus, c'est les filles, donc c'est prouvé même dans notre école. Ce que je voulais dire, c'est quand vous avez donné l'exemple de faire ces fêtes, parce que de ne pas du tout dire non, mais d'avoir des masques, etc., et d'avoir des docteurs, etc., etc. Ce serait bien, avant de commencer ça, d'avoir aussi pour commencer ces fêtes, avoir aussi des élèves à la table pour qu'ils participent à la conversation. En vérité, c'est ça que les jeunes aiment, c'est participer à la conversation et donc pouvoir aussi exprimer ce qu'ils veulent dire. Et là, ils acceptent plus facilement les restrictions, parce qu'on les fait participer en disant qu'il y a un vrai problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, vous avez supprimé la puissance de la transgression, quoi. C'est-à-dire, il risque d'aller transgresser ailleurs. Je ne sais pas. Vous voyez, là, finalement, vous socialisez, vous banalisez en quelque sorte la fête, ce qui est un peu contradictoire. Ça devient davantage une kermesse en quelque sorte. On peut dire on va se retrouver ensemble, vous allez pouvoir danser ensemble, etc. Mais bon, quand même, vous allez garder vos masques, etc. Voilà, du coup, il risque fort de penser que ce sont encore les adultes qui pensent pour eux. Et il n'y aura plus cette intensité d'être. Il y aura le plaisir d'être ensemble, bien entendu, ça, je n'en doute pas, mais il n'y aura pas l'intensité d'être qui est produite par la transgression dans ces fêtes clandestines. Alors voilà pourquoi vous répondez à ma question et je vous en remercie. Merci. Une autre question peut-être? Alors, je vais me permettre. Alors, moi, ce n'est pas une approche sociologique, je ne vais parler que de mon ressenti, mais j'observe autour de moi en tant que maman et en tant qu'enseignante, que finalement, ce sont plutôt les parents. Pendant assez longtemps, nous, on a été par exemple à Montréal pendant 4 semaines sans école, et bien que ce sont plutôt les parents qui mettent les enfants dehors en leur disant « mais bon, tant pis, mais va retrouver tes copains ». Et c'est vrai que vous parlez de ces fêtes clandestines. Voilà, quelque chose qui me semble un peu loin de ce que je vis autour de moi. Et au contraire, plutôt des parents qui disent « mais on n'arrive plus à les décoller de leurs jeux vidéo, ils ne veulent plus sortir, ils veulent plus… » Et que c'est plutôt les parents, les adultes, nous, qui les invitons à transgresser. Mais là, c'est du ressenti. Je n'ai pas fait d'études pour voir si c'était vrai. Là, on est confronté à d'innombrables situations complètement différentes. Parce que d'abord, énormément d'enfants ou d'adolescents, par exemple, ont été prisonniers de parents maltraitants, donc, ou des femmes d'ailleurs, ont aussi énormément subi des violences conjugales, en tous les cas en France et je crois dans d'autres pays européens. Là, il y a une situation d'enfermement. Moi, c'est l'une des premières choses auxquelles j'ai pensé par rapport aux abus sexuels dont on sait qu'ils sont très nombreux, que les tout jeunes sont très facilement victimes de ça, mais là, du coup, ils peuvent être prisonniers de leurs prédateurs pendant des semaines, en tous les cas, voire pendant des mois, sans avoir la possibilité de souffler, de pouvoir parler ailleurs, de dire à d'autres… voilà. Donc il y a ça, il y a d'un côté des enfants qui vont être prisonniers, d'un autre côté il y a des enfants qui n'avaient jamais eu trop l'occasion de voir leurs parents, qui étaient toujours pris dans leur boulot, la plupart du temps indisponibles ou autres. Je crois que pour beaucoup, notamment pas seulement des adolescents, je suis idiot, pour des enfants ou pour des adolescents, ça a été un grand moment de retrouvailles avec leurs parents. Ils ont pu partager d'innombrables moments dans la vie quotidienne
jeunes. Et ça a été, je pense, pour beaucoup, des retrouvailles extrêmement heureuses. Pour d'autres, effectivement, la coexistence parents-enfants est absolument insupportable, surtout au moment de l'adolescence où le jeune commence à voler de ses propres ailes et où le centre de gravité des pères, PIRS, prend le pas sur la prégnance des parents. Et donc, ça a été pour... je ne sais plus où j'en suis, pardonnez-moi, je me suis perdu. Pour un certain nombre de ces jeunes, donc ça a été terrible de se retrouver enfermés, comme si leur prise de liberté avait été cassée nette pendant un moment. Et là, ça a amené un certain nombre d'entre eux à des formes de transgression banales, si j'ose dire. Moi, quand j'allais faire mon footing, par exemple, pendant l'heure qui nous était dévolue, je voyais très souvent des garçons, il n'y avait pas de filles, hein, c'est tout à fait aussi typique. On retrouve bien l'éthique du Caire que les féministes mettent énormément en avant. Il y avait beaucoup de garçons qui continuaient à jouer tranquillement au foot, au basket, à se succéder sur des barres de gymnastique dans les espaces publics, etc., en toute torse nu. On était au moment du printemps à l'époque, et ils se congratulaient, c'était des grandes embrassades, etc. Et puis, par contre, ils rentraient chez eux. Et là, d'ailleurs, il y a eu une surmortalité en France du côté des populations pauvres et migrantes, hein, et qui n'est sans doute pas totalement étrangère à ce manque complet de précaution de bon nombre de ces ados-là. Et puis pour d'autres, ça a été le refuge. Alors là, les fameux hikikomori japonais, ça a été un refuge vers les jeux vidéo. Ça a été le paradis pour ceux-là. Hein, là, du coup, ils se tenaient tranquilles et ils n'embêtaient pas leurs parents, parfois, enfin, dans des situations un peu conflictuelles qui peuvent exister dans certaines familles. Eh bien, on a eu des jeunes qui passaient des journées entières devant des jeux vidéo ou à chatter ou sur les réseaux sociaux ou autres, avec le risque effectivement d'être seuls, mais ensemble, mais en même temps d'une promotion de la solitude, de la fragmentation du lien social, etc. Donc il y a beaucoup de cas de figure en fait qui renvoient un petit peu comme si le confinement était une sorte de révélateur chimique de la qualité de relation que ces jeunes ont avec leurs parents ou avec leurs beaux-parents. Et parfois, donc, ça s'est merveilleusement bien passé. Dans d'autres cas, ça s'est tragiquement passé. Et puis, dans d'autres cas encore, eh bien, ce sont des enfants qui ont été prisonniers, des adolescents prisonniers de parents maltraitants, mal aimants, et dans l'impossibilité de pouvoir respirer un peu en allant à l'école, en rencontrant les copains ou les copines, etc. Donc, c'est une situation très contrastée. Et c'est particulièrement difficile, je trouve, d'en parler, parce que si on parle des uns, on oublie les autres, on donne le sentiment de trop généraliser. Voilà, il faut penser donc l'infinie complexité du monde, de cette classe d'âge, en tous les cas, et son ambivalence aussi. Merci. Une question ? Moi, je voulais revenir sur ce confinement, plutôt sur ces enfants-là qui ont plus très envie de sortir ou qui remettent en cause ces mesures. Est-ce qu'on parle aussi beaucoup en Amérique du Nord comme en France des théories complotistes. Comment nous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, est-ce qu'on peut aider, lutter contre ces théories complotistes, sachant qu'on leur explique déjà de faire attention aux sources et que finalement, plus on va essayer de les détourner, plus ils vont penser qu'on fait partie du complot. Alors, je ne sais pas si on peut lier confinement, théorie du complot, mais voilà, ce que vous en pensez. Oui, c'est un problème plus général de la jeunesse d'aujourd'hui, oui. qui est lié essentiellement à l'émergence d'Internet et du sentiment que n'importe qui peut savoir n'importe quoi. Et donc le problème, c'est celui d'une élimination de la culture générale que nous avons tous eu justement dans le contexte de l'éducation nationale d'il y a encore quelques années. On nous apprenait à penser le monde, à comprendre qu'il faut intégrer l'histoire, les différences de culture, etc., etc. Aujourd'hui, c'est particulièrement difficile parce que chaque jeune a le sentiment qu'il sait déjà par avance, puisqu'il suffit simplement qu'il aille sur Wikipédia. Donc, c'est un problème que nous avons aussi à l'université, que vous n'avez pas seulement dans les collèges, dans les lycées.
À quoi bon leur faire un cours de 30 heures sur George Simmel ou sur l'école de Chicago? Ils vont sur Wikipédia, ils ont 15 lignes qui expliquent les grandes théories de l'école de Chicago. Et pour eux, ça suffit, quoi. Ils ont l'impression de savoir. Donc, c'est vraiment pas facile aujourd'hui de lutter. Le complotisme, c'est finalement la réduction à l'élémentaire de la complexité du monde. Et la réduction à quelques formules simples pour éviter de trop se casser la tête à comprendre. C'était aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, le complotisme qui a amené au djihadisme ces derniers mois. C'est-à-dire une vision extrêmement simpliste du monde, très manichéenne, et qui fait que beaucoup de nos jeunes, même des Canadiens, des jeunes Canadiens aussi, qui ne connaissaient strictement rien à l'islam, sont partis en Syrie ou en Irak. Voilà, on est dans la même logique d'une perte de la culture générale qui empêche de relativiser les informations qu'on reçoit. Et avec évidemment les algorithmes qui sont présents, puisque si vous êtes complotiste, vous allez aller sur les sites complotistes qui vont vous renvoyer inlassablement aux sites complotistes et qui vont vous donner le sentiment qu'effectivement les adultes ne vous racontent que des conneries, parce que vous voyez bien de vos propres yeux qu'il y a plein de sites internet qui disent exactement la même chose. Les algorithmes sont terribles, quoi. Ils sont d'une certaine manière antidémocratiques, antisociaux, parce qu'ils visent toujours la moyenne, mais la moyenne de ceux qui vont vers un certain point de vue. Et ça, donc je crois qu'il est fondamental qu'en tant qu'enseignant, on continue à essayer de promouvoir cette culture générale, qu'on fasse tout un tas de travaux dirigés, d'enseignement pour les amener à être davantage lucide, à prendre du recul, à aller aux sources, etc. Voilà. Même si, d'une certaine manière, c'est pas un combat perdu, évidemment, mais c'est un combat où on arrive on est beaucoup moins armé, quoi. Ces théories complotistes font vraiment des ravages dans la jeunesse aujourd'hui et dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un phénomène canadien ou français ou nord-américain ou européen, et on le rencontre aussi ailleurs. Et il traduit le fait que Internet est venu éradiquer, compresser en quelque sorte la culture en quelques phrases simples, en quelques schémas simples, qui fait que nos jeunes, par exemple, lisent de moins en moins. Quand ils vont au cinéma, c'est pas pour aller se plonger dans l'histoire du cinéma et aller voir les films de Bergman ou de Rossellini, c'est plutôt pour voir les derniers blockbusters qui ont un grand succès aujourd'hui. Donc, ils baignent dans le sentiment du même. Hein. Évidemment, ils n'ont plus ce recul que nous avions encore il y a quelques décennies en lisant des livres, en voyant des films qui posaient des problèmes sociaux majeurs. Avec les ciné-clubs, regardez, les ciné-clubs ont disparu partout. Moi, j'ai grandi dans les ciné-clubs, ça m'a énormément permis aussi de penser la complexité du monde, l'ambivalence du monde. Tout cela n'existe plus aujourd'hui pour les jeunes. Et c'est nous, dans l'éducation nationale, qui devons finalement les éduquer. Et c'est pas simple, alors qu'auparavant, l'éducation était aussi un peu partout. Elle était disséminée finalement dans le lien social. En tous les cas, elle l'était davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Notre problème, c'est comment rompre l'hypnose d'Internet et des liens sociaux, qui forcément va dans le sens du même. Oui, je vois une question dans la conversation. Et je vous remercie, votre intervention est passionnante. Moi, je fais face à une population un petit peu plus jeune de middle school, et en fait, je fais un petit peu face à presque le contraire. J'ai des élèves qui, en fait, maintenant, ont peur de sortir. Alors, nous, à Los Angeles, middle school et high school ne sont pas du tout à l'école, complètement à la maison. Ça dure depuis le mois de mars. Ils ne sont pas revenus du tout sur le campus. Les élèves de 6e qui sont passés de primaire en middle school n'ont même pas, entre guillemets, visité physiquement les lieux d'enseignement, ni rencontré auparavant les enseignants. J'ai certains, dans les retours que j'ai, des élèves qui font part d'une crainte de l'extérieur et qui, en fait, sortent de moins en moins, même, je dirais, pour promener leur chien ou juste pour s'aérer, c'est-à-dire que leur espace s'est totalement refermé, relimité, et ça me fait assez peur parce que j'ai l'impression que certains ont presque envie, dans un certain sens, que ça reste ce cocon. Voilà. Comment les accompagner quand viendra le temps, évidemment, de les faire revenir vers nous?
Oui, c'est aussi l'une de mes peurs, mais qui touche en effet plus les petits, même à la limite les tout petits qui ont 3, 4 ans, etc., mais ou qui sont un petit peu plus âgés. On leur explique que le corps est dangereux finalement, qu'il faut faire attention, il ne faut pas toucher l'autre. Si jamais ton petit copain t'a serré la main, va vite te laver les mains, etc. Donc comment dire, on leur inculque un univers hyper puritain, hein, et de méfiance de l'autre, de méfiance de la présence de l'autre, du contact physique avec l'autre. Et comment grandir avec ça quand on a 3 ans ou 6 ans ou 7 ans ou 8 ans? C'est-à-dire à un moment aussi où on est très proche de ses parents. Il n'y a pas ces velléités adolescentes dont je parlais tout à l'heure, effectivement de casser le lien familial, de voler de ses propres ailes, etc., qui font que les ados vont être beaucoup plus enclins à la transgression. Les petits, à mon avis, ceux que vous avez en classe, sont davantage dans l'ombre de leurs parents, d'une certaine manière. Ils voient que leurs parents ont peur, donc ils intériorisent cette peur. Et le problème que nous allons avoir dans les années à venir, c'est comment rendre une confiance de base, une espèce de confiance ontologique à ces enfants pour qu'ils puissent s'ouvrir physiquement au monde et non pas être dans la peur de l'autre, dans la peur de... Voilà, moi, je partage un petit peu votre crainte. Ceci dit, les parents vont jouer évidemment un rôle essentiel pour calmer le jeu, pour expliquer à l'enfant que c'est provisoire, le masque. Alors, moi, pardon, je m'excuse. La population, c'est vraiment le collège, ce qu'on appelle en France le collège, le middle school. Donc, ils ont 11, 12, 13 ans. Ils sont juste entre les enfants et les adolescents. On appelle les préadolescents. Voilà. Oui, mais ils ne sont pas encore tout à fait des ados, donc ils sont, à mon avis, pas encore vraiment dans la transgression et autres. Ils sont très sensibles au discours encore des adultes et au discours de leurs parents notamment, ou de leurs enseignants. Donc à la fois, c'est pour ça qu'il faut être pédagogique avec eux. Il faut parler, il faut leur expliquer, enfin je vous apprends rien évidemment, pardonnez-moi, mais il faut, en tous les cas pour des parents, c'est certainement pas toujours facile d'expliquer à leurs enfants que c'est provisoire, que peut-être, on espère, dans 2 mois, dans 3 mois, on pourra à nouveau sortir le visage nu, et puis on pourra très bien se faire la bise ou échanger des poignées de main. Mais en ce moment, c'est dangereux. Voilà. C'est plus difficile à expliquer à un enfant qui a 2 ans ou 3 ans qu'à un enfant qui a 10 ans quand même, parce que s'il a 10, 11 ans, 12 ans, je crois qu'il est capable de comprendre. Et puis je pense d'ailleurs que l'impact sera moindre, parce que très vite, ils retrouveront l'évidence de vivre. Pour les petits qui ont grandi à un moment crucial de leur développement, ce sera plus difficile, à mon avis, de leur faire d'éjecter hors d'eux ce sentiment que l'autre est en puissance un danger, quoi. Mais la balle est dans notre camp en tant qu'enseignants ou éventuellement parents. Oui. D'autres questions? D'autres remarques? Vous aviez parlé dans vos travaux aussi, vous êtes sociologue du corps. Qu'est-ce que ça implique le masque, la distanciation physique de manière pour nos adolescents? Ce qu'on disait dans nos échanges, moi personnellement, ça m'arrange des fois cette distanciation physique parce que j'ai beaucoup moins de contact physique forcé, ces poignées de main ou ces bises, soit de dames qui ont mis trop de crème de jour, ou soit de messieurs transpirants, ou de contact dans les transports en commun qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Donc, je trouve que c'est parfois une liberté retrouvée. Et nos adolescents, comment est-ce qu'ils le vivent? Voilà, c'est aussi une bonne... voilà, je ne sais pas si j'ai envie de revenir à une proximité physique. Il faut problématiser ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a énormément de choses. Exactement, complètement. Je vous laisse problématiser. Moi, je lance. Voilà, pour aller très très vite, je crois que ce qui est très difficile, c'est le masque, évidemment, parce que le visage est vraiment le haut lieu de notre sentiment d'identité, c'est le lieu de la reconnaissance mutuelle, c'est à travers lui qu'on est reconnu, qu'on est nommé, qu'on est identifié à un âge, à un sexe, à une appartenance ethnique éventuelle, une couleur de peau, etc., etc. Or là, on est tous derrière nos masques, on ne reconnaît plus personne, et en même temps, c'est la porte ouverte aux incivilités. Parce que vous dites que vous êtes tranquille derrière votre masque, mais on n'a jamais vu autant de harcèlement, en tous les cas en France, dans les transports en commun, etc. C'est-à-dire qu'énormément de filles se font entendre des propos peu avenants ou se font bousculer ou toucher, etc., par des garçons qui sont tranquilles parce qu'ils ne vont pas être reconnus.
Donc, à un moment où on devient, où il y a une vigilance sociale justement à l'encontre du harcèlement, tout d'un coup, ils ont un nouveau quartier libre, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent et quitter le tram ou le métro. 10 mètres plus loin, on ne saura plus qui c'est, mais de la même manière, on peut se faire piquer son sac sans la subtilité du pickpocket, parce que le pickpocket va le faire avec une infinie dextérité et puis il va rester dans le wagon, mais là, le voleur à l'arraché également va mettre plus loin, vous ne le retrouvez plus dans les couloirs du métro. Donc le masque est à double tranchant. Mais d'abord, comme je l'avais écrit dans un texte, c'était dans Le Monde, le port du masque défigure le lien social. Quand même. Parce que du coup, on ne sait plus du tout comment reconnaître les émotions de l'autre. Et ça, quand j'ai fait, pour ma part, mes 2 mois de cours à la fac devant les étudiants masqués, en étant moi-même masqué, la première fois, j'étais sidéré parce que j'avais l'impression d'avoir un auditoire muet et inerte devant moi, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Mais le fait de porter le masque au-dessus du nez fait qu'on ne voit absolument plus aucune des mimiques qui traversent nos visages. Donc on perd également soi-même en tant qu'enseignant la résonance de nos propos sur le visage de nos élèves ou de nos étudiants. Donc on ne peut plus du tout orienter sa parole. Donc je sortais de ces cours épuisé, et parce qu'effectivement on donne de la voix, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on donne de la voix? C'est parce qu'on essaie de suppléer au manque d'informations que crée le masque. Comme on ne sait pas du tout comment nos élèves réagissent, et bien on en rajoute en quelque sorte. Un peu comme quand on est devant un téléphone portable où on ne parle pas du tout de la manière habituelle, on n'est pas dans la conversation. Et là, on a perdu donc nos usages devant nos usages pédagogiques. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Alors, la bise, évidemment, mais bon, j'ai eu 1000 fois l'occasion de le dire, malheureusement, on m'a tellement posé la question. Mais je pense que la bise, effectivement, beaucoup de femmes sont absolument ravies de ne plus avoir de compte à rendre, si je puis dire, notamment aux hommes à cet égard. Mais bon, j'avais déjà vu ça à la fac, où il y a quelques collègues, pas des masses, mais en tous les cas, parce qu'il fallait oser le faire quand même. Il y a quelques collègues qui disaient, bon, c'est pas la peine de s'embrasser à chaque fois qu'on se voit, on peut très bien se saluer d'un sourire, se faire, ou le namasté de l'Inde, je ne sais pas quoi. Bon, et donc, il y a un certain nombre de collègues qui avaient imposé un interdit de la bise. Et la bise, je l'ai souvent dit aussi, pose des tas de problèmes, ceux que vous avez évoqués par exemple, mais même dans les relations mixtes, par exemple, quand on a eu un échange professionnel chaleureux avec quelqu'un, et que donc il y a eu un rapprochement amical, hein, je ne parle pas du tout d'un rapprochement amoureux, la question se pose, on s'est serré la main au départ, est-ce qu'on va se faire la bise ou pas? Et là, c'est un problème qu'on a tous connu, et des tas de fois. Est-ce que j'embrasse ma collègue? Si je l'embrasse, elle va penser que je suis vraiment intrusif et que j'abuse de la situation. Mais si je ne le fais pas, elle va penser que je me suis un peu ennuyé avec elle et que je suis content de m'en aller au plus vite, quoi. Donc on est là, et j'ai souvent vécu cette situation, on est mutuellement les bras ballants en se demandant qu'est-ce qu'on fait. Et puis finalement, soit on se rapproche un peu, ou il y a la main de l'un ou de l'une qui s'est rapprochée, on serre la main ou on s'embrasse. Et là, on est content, on n'a plus ce tracas-là, quoi, de se poser la question de savoir si on embrasse, si on serre la main, etc. Puis même les serrer la main, j'ai un ou deux collègues, enfin, je pense notamment à un collègue, voilà. Il ne le fait pas du tout exprès, je crois que c'est un costaud, et donc voilà, donc là on est tranquille, au moins on reste à 1 ou 2 mètres de distance. Le sourire a disparu, hein, quand même, puisqu'on est derrière nos masques et on ne sait pas du tout. J'ai souvent entendu dire on rit, on sourit avec les yeux. Pour moi, ça n'a aucun sens, hein, je le dis tout de suite. Et je crois qu'on le vit au quotidien en se demandant, en étant dans l'interrogation de la mimique de notre interlocuteur. Des rides sur le front, ça peut aussi bien renvoyer à un bâillement mal dissimulé, à un mouvement d'agressivité, qu'à un sourire. Les yeux ne suffisent pas. C'est la totalité d'un visage qui exprime un sourire, et c'est pas les yeux tout seuls. Au contraire, d'ailleurs, dans les films d'épouvante, on voit souvent des yeux qui se promènent tout seuls, et ça n'a jamais été associé à la joie. C'est plutôt l'un des schémas types des films gore, des films d'horreur, etc. Donc, alors, on n'est pas dans l'horreur, parce qu'on sait qu'il y a le masque, mais en tous les cas, ça contribue à faire qu'on a du mal à saisir qui est l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre, sauf oui, c'est la voix qui vient remplacer le visage. Parce que quand
Quand on est dans une conversation avec des collègues, on sent à la voix si ça passe ou si ça casse en quelque sorte. Alors que d'habitude, c'est à la fois dans ce mélange de voix et de visage qu'on s'oriente dans la relation avec l'autre. Là, on n'a plus que la voix maintenant. Voilà. Et puis les gestes barrières, oui, c'est aussi, ça pose un problème de proxémie, hein, pour le dire dans le langage de Edward Hall, un grand anthropologue américain, qui avait mesuré finalement le fait que quand on parle à quelqu'un, on se tient à une certaine distance. Et cette distance, elle est différente culturellement. Ce n'est pas la même distance dans les différentes mêmes classes sociales aux États-Unis que ça va l'être même aussi dans les différentes classes sociales en France. Il y a aussi, pas seulement un fait de culture, c'est aussi un fait de classe sociale. Et donc la distance d'interaction, je pense au Québec, dans l'Ontario, enfin, oui, pardonnez-moi, on n'est pas que des Québécois ou des Ontariens, mais la distance, disons en gros, c'est entre 70 cm et 1 mètre. Donc quand on doit se tenir à 1 mètre de l'autre, par exemple en France, ça pose un problème parce que généralement on est plus proche, on est un peu plus proche, on est à 70 cm en gros. Et il y a certains pays qui ont instauré 1,5 mètre, voire 2 mètres de distanciation. Et là, c'est encore plus compliqué. On n'est pas accoutumé à ça. Ce n'est pas dans nos rituels de se tenir à ce point à distance de l'autre. Donc, pour tout un tas de raisons, nos rituels d'interaction sont en ce moment bien percutés, bien fragmentés. Voilà, ils posent donc des problèmes de communication, des problèmes de reconnaissance mutuelle qui rend le lien social un peu désagréable. Vous voyez bien, quand on se balade en ville, on n'a plus du tout le même agrément de circuler sur les trottoirs et de voir des tas de gens masqués. Finalement, le bonheur de la ville, le bonheur de s'installer sur une terrasse de café, c'est aussi de voir des visages, d'être étonné par certains visages, d'être bouleversé par d'autres, etc. Mais là, on n'a plus que des masques. Et une société de masques, ce n'est pas une société très vivable longtemps. Bien, merci. Sauf s'il y a une question, est-ce que vous voulez conclure avec une autre phrase un petit peu moins triste? Est-ce que je pourrais dire quelque chose, s'il vous plaît? Je voudrais aller quand même dans le côté un peu positif, comme vous dites, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'a amené de négatif ce confinement, il y a, si on peut dire, quelques points positifs. C'est-à-dire ce que vous avez dit, ce que j'ai vu moi aussi, c'est de recréer la cellule familiale. Les parents et les enfants se sont retrouvés dans un contexte où les parents travaillaient, les enfants partaient à l'école, ils se retrouvaient, c'était terminé. Là, ils ont pu recréer quelque chose. Et nous, en tant qu'éducateurs, enfin, pour parler de moi, je pourrais dire, c'est qu'il a fallu réinventer d'autres plateformes aussi pour pouvoir intéresser les élèves. Donc, ça nous a permis aussi de sortir un peu de cette manière aussi, de cette convenance de toujours faire la même chose et d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir intéresser nos élèves, c'est-à-dire, je pense, avec plus de communication, de discussion, même si ce n'était pas sur le programme, mais vraiment essayer de trouver une autre solution. Et je pense que ça, ce n'est pas plus mal de toujours essayer de se remettre en question et de trouver d'autres moyens pour intéresser les élèves. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. La pandémie, c'est une incitation à la créativité, à l'inventivité, à un renouvellement également. Et puis, ça nous rappelle le prix des choses sans prix. Hein, le fait, ces choses qui nous paraissaient sans valeur, banales, d'aller prendre un café à une terrasse, d'aller se balader dans une forêt pour se détendre un peu, on en a été privé pendant un long moment. Du coup, ça restitue à ces actes minimaux de la vie quotidienne une valeur absolument considérable. On pouvait aller voir nos amis quand on voulait, on pouvait aller au restaurant quand on voulait, on en est privé aujourd'hui. La prochaine fois qu'on ira au restaurant ou autre, ce sera un bonheur incroyable. Donc, ça relance en quelque sorte le goût de vivre, je pense. Et ça, moi, je pense qu'on devrait s'arrêter là parce que ça, c'est une belle phrase de conclusion. Ça relance le goût de vivre et ça redonne le goût des choses simples. Si vous êtes d'accord, on va arrêter. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Monsieur Le Breton, merci, c'était passionnant. Merci. Il est tard déjà pour vous. Un grand merci à tous. Vous pourrez retrouver cette visio qui a été enregistrée, la réécouter et la partager avec d'autres collègues. Un grand merci et puis au plaisir de recommuniquer par d'autres moyens avec vous. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous, bon travail, bonne chance. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci, au revoir, merci beaucoup en tous les cas, merci.